Nous allons commencer cet événement qui va durer environ trois quarts d'heure, qui va porter sur l'accès au financement climat par les acteurs non étatiques. Donc c'est un événement organisé par le réseau Climat et Développement en partenariat avec Énergie 2050 et Germanwatch. Comme vous le savez, depuis l'adoption de l'accord de Paris, les acteurs non étatiques sont devenus des acteurs importants dans l'action climatique et notamment pour la mise en œuvre de cet accord. Mais nous savons aussi que un des défis auxquels ces acteurs sont confrontés, c'est justement la mobilisation des ressources financières pour mener des actions concrètes sur le terrain. Et donc cet événement a pour objectif de réfléchir sur des pistes possibles qui existent ou qui peuvent être suscitées par les acteurs non étatiques eux-mêmes pour pouvoir mobiliser les financements en faveur de la lutte contre le changement climatique. Et pour ce faire, nous avons ici au panel Madame Aïssatou Diouf, qui travaille pour Enda Énergie au Sénégal. Elle est chargée des questions de plaidoyer climatique. Elle travaille aussi à la coordination du réseau Climat et Développement. Elle va essayer de nous rappeler un peu le contexte global de l'inclusion des acteurs non étatiques et les opportunités qui peuvent être saisies par ces acteurs pour servir de levier à la mobilisation des ressources financières. Ensuite, nous allons suivre M. Stéphane Poufari, qui est le directeur général de Énergie 2050. Il est le fondateur président d'honneur également de Énergie 2050. Énergie 2050 qui est membre du réseau Climat et Développement et qui travaille étroitement avec le réseau sur des questions spécifiques liées à l'énergie ou aux acteurs non étatiques. Donc il va nous parler un peu des conditions d'accès au financement pour des actions d'adaptation ou d'atténuation, notamment en mettant l'accent sur les gouvernements locaux. Et ensuite, nous avons un troisième panéliste qui nous manque jusqu'à maintenant parce que pris de dernière minute, Jean-Paul Afana de Germanwatch. On espère qu'il va pouvoir nous rejoindre pour parler un peu des opportunités qui existent également à travers le Fonds vert climat. Et donc pour commencer, je vais donner la parole à Aïssatou Diouf pour nous planter le décor. Merci beaucoup, Joseph. Merci également à tous les participants à ce side event du réseau Climat et Développement. Je pense que depuis l'adoption de l'accord de Paris, il a été reconnu le rôle important et stratégique des acteurs non étatiques pour une mise en œuvre réussie de l'accord au niveau le plus décentralisé possible et au niveau local. Ok, donc une fois que ce rôle-là est reconnu, je pense que la prochaine étape, c'est de voir quels sont les mécanismes nécessaires pour permettre à ces acteurs non étatiques-là de jouer pleinement ce rôle-là. Et donc je pense qu'en termes de planter le décor et au niveau du contexte global, on ne cesse de le rappeler, l'urgence climatique est toujours d'actualité, on en parle, les réalités sont là, les impacts sont là, beaucoup plus visibles, particulièrement dans les petits États insulaires et en Afrique. Donc, ce qui pose ainsi le défi pour les États d'une mise en œuvre réussie de l'accord de Paris. Il faut également rappeler qu'aujourd'hui, entre ce que la science nous demande de faire et ce que les États sont en train de faire comme effort, il y a un énorme gap qui est là, qu'il faut essayer de réduire ce gap-là. Donc, aujourd'hui, la somme des contributions nous place sur une trajectoire de réchauffement qui est à plus de 3 degrés. Donc, ce qui nécessite une implication de l'ensemble des acteurs, particulièrement des acteurs non étatiques, pour pouvoir inverser cette tendance-là. Donc, particulièrement au niveau local et au niveau national.
Donc aujourd'hui, on peut dire également qu'il y a plusieurs défis qui se posent à ces acteurs non étatiques. Donc je pense premièrement le défi d'accès au financement climatique, qui est dû certainement à plusieurs choses. Il y a un manque d'informations sur les outils et les mécanismes de financement qui sont disponibles. Donc je pense que l'information ne circule pas ou ne circule pas assez entre les États et les acteurs non étatiques pour que ces acteurs-là puissent profiter de l'ensemble des outils et des mécanismes de financement climatique. Donc il y a un travail à faire, nous le pensons au niveau national, pour faciliter la circulation de l'information-là et pour permettre à ces acteurs non étatiques de pouvoir profiter des canaux de financement qui sont disponibles. Autre difficulté, et pas les moindres, c'est la difficulté de monter des projets. Donc, avec des procédures qui sont très longues et qui sont parfois très complexes. Si je prends l'exemple, par exemple, du Fonds vert pour le climat, donc parfois c'est très difficile déjà pour les États d'être accrédités. Donc, pour les acteurs non étatiques, c'est un long processus. Donc, il faut également créer un cadre au niveau national, surtout dans le cadre des programmes Readiness que les États sont en train de lancer pour permettre à ces acteurs non étatiques-là de comprendre le process, mais également il faudrait que les États puissent appuyer ces acteurs non étatiques pour que ces acteurs-là puissent également accéder à ces financements. Il y a également un autre point qui est un défi pour les acteurs non étatiques, c'est une faible implication de ces acteurs non étatiques dans les processus climatiques au niveau national. Je pense que tout le monde reconnaît leur rôle, mais quand il s'agit vraiment d'impliquer ces acteurs non étatiques, particulièrement au Sud, on note beaucoup de gaps. Parfois, les États ont du mal à les impliquer, à reconnaître leur expertise et leurs valeurs et à pouvoir les valoriser. Donc, il y a tout un travail également à faire. Nous en sommes conscients, aussi bien des acteurs non étatiques, mais également des points focaux climat, mais également des autres points focaux, que ce soit NAMA, CTCN, etc., pour qu'ensemble ils puissent travailler avec les acteurs non étatiques, partager l'information et les impliquer davantage dans les processus qui sont initiés au niveau national et au niveau international. Quelques pistes, je pense que nous allons en rediscuter et certainement Stéphane va y revenir. Quelques pistes, quelques solutions que nous pourrions proposer, c'est de pouvoir créer un environnement qui est favorable au financement de l'action climatique au niveau local et qui est accessible à l'ensemble des acteurs. Autre chose également qu'on pourrait proposer, c'est de voir comment on peut identifier, structurer et pouvoir planifier les bons investissements. Donc avoir des plans et des programmes qui sont climato-compatibles et qui sont adaptés aux réalités de nos pays, aux réalités des acteurs non étatiques, des collectivités locales, etc. Donc je pense également dans les pistes de réflexion, il faudrait voir comment on pourrait développer au niveau national et au niveau local une panoplie de financement qui pourrait répondre à la diversité de ces acteurs-là, à la diversité des besoins et à la diversité des contextes de développement. Autre chose également qu'on pourrait proposer et qui s'adresse directement aux collectivités locales, c'est de voir comment ces collectivités à leur niveau également pourraient réfléchir pour développer des mécanismes de financement qui leur sont propres, soit à travers des taxes, ou bien pouvoir allouer une bonne partie, 1%, 2% à voix de leur budget aux projets climatiques et au financement de projets climatiques au niveau local. Nous pensons que voilà, si les collectivités s'y mettent déjà à leur niveau, mettent 1% par exemple de leur budget aux questions climatiques au niveau local, ça pourrait encourager par exemple les États à les appuyer davantage et peut-être que ce genre de bonnes pratiques dupliquées et valorisées au niveau international va montrer que voilà, que ces collectivités locales, que ces acteurs non étatiques n'attendent pas tout le temps du soutien ou des financements des États ou au niveau international, mais qu'à leur niveau, ces collectivités s'organisent pour mettre en place des mécanismes de financement et certainement réfléchir aux mécanismes de financement innovants au niveau local, au niveau national. Ça pourrait être également des moyens de mobiliser des financements pour voilà, l'action climatique au niveau local. En gros, voilà quelques lignes que je voulais partager avec vous. Merci. Nous disons merci à Aïssatou pour cette intervention. Je vais juste remettre un peu l'accent sur certains éléments qu'elle a évoqués.
Elle nous a rappelé que la planète est quand même sur une trajectoire assez inquiétante et c'est ce qui justifie l'implication des acteurs non étatiques. Et le défi, c'est que les acteurs non étatiques n'ont pas assez d'informations. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons un travail réel à faire pour que l'information puisse circuler du local au national et à l'international. Elle a aussi relevé le fait qu'en matière de compétences pour pouvoir monter les projets et accéder au financement, il y a un travail énorme à faire. Et là également, les acteurs non étatiques et les gouvernements ou les décideurs politiques sont interpellés. Enfin, elle a mis l'accent sur la faible implication de ces acteurs. Et je crois que sur ce point-là, nous devons, nous aussi en tant qu'acteurs non étatiques, travailler à relever ce défi, à pouvoir prendre la place qui est la nôtre, puisque justement dans les enceintes internationales, nous avons déjà cette place. Il faut qu'on arrive à le recréer au niveau de nos pays. Les pistes qu'elle a pu nous proposer, c'est de créer un environnement propice, structurer, planifier au niveau décentralisé, développer une panoplie de financement et essayer aussi, à partir des collectivités, créer des mécanismes pour avoir des financements innovants. Et je voudrais partager juste mon ressenti par rapport à ce qu'a dit le maire de San Pedro en Côte d'Ivoire hier, qui disait qu'au niveau de la RDCI, qui est, disons, l'association des collectivités au niveau de la Côte d'Ivoire, qui sont en train de réfléchir à mettre, par exemple, 1% de leur budget sur les actions climatiques. Et je crois que c'est comme ça que les collectivités peuvent commencer par réfléchir à des financements innovants, à des taxes écologiques, pour pouvoir commencer un travail déjà au niveau local. Et c'est sur ça, d'ailleurs, Stéphane Poufari va revenir plus en détail sur ce que les gouvernements locaux peuvent faire, notamment pour pouvoir avoir accès aux financements qui existent. Donc, je donne la parole à Stéphane. Alors, bonjour à tous. Bon, toujours un plaisir d'être avec nos amis du RCD, puisque, comme le disait Joseph, on en est nous-mêmes membres et très honorés. C'est un réseau très actif et qu'on soutient et qu'on doit soutenir parce qu'il doit se développer encore plus en Afrique et ailleurs pour porter la voix de la société civile, j'ai envie de dire, non pas unifiée, mais à minima, parlant certains mots communs de langage. Parce qu'évidemment, les réalités des uns et des autres sont différentes et on doit prendre en compte cette diversité et c'est justement le rôle du RCD. Donc on en est très enchanté de les avoir sur notre pavillon. Alors, vous avez bien compris que nous travaillons, nous, Énergie 2050, sur la mise en œuvre aussi. Et on a la chance d'être la tête un peu dans les nuages avec les États, puisqu'on accompagne certains États dans leur CPDN, leur CDN maintenant, et aussi dans des projets parfois un peu plus complexes, comme, même si c'est déjà très complexe, un peu plus complexes comme des dossiers fonds verts, on en a déposé déjà un, et très clairement, on a d'autres idées en tête pour accompagner différents pays sur ces sujets. Alors, pour revenir aussi à ça, on travaille sur des mécanismes carbone depuis pas mal de temps. C'est d'ailleurs des choses en amont de Énergie 2050. On a nous-mêmes une initiative carbone qui pour l'instant se développe modestement, mais on est encore confiant pour elle. Et enfin, j'ai envie de dire, on travaille bien sûr, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui en tous les cas, on travaille beaucoup avec les gouvernements locaux. Alors, les gouvernements locaux, je tiens à le préciser, le pavillon qui vous accueille aujourd'hui, c'est Énergie 2050 avec CGLU Afrique. Je crois qu'il est inutile de présenter CGLU Afrique, mais je vais quand même le dire. C'est Cité gouvernements locaux unis d'Afrique, donc qui sont ici avec nous. Alors on est évidemment enchantés et honorés, parce que pour nous, c'est un des acteurs les plus importants aujourd'hui dans le cadre de la mise en œuvre au niveau africain. D'accord ? Je rappelle juste un petit chiffre pour que vous compreniez ce qui va suivre ensuite. Aujourd'hui, la population urbaine africaine, c'est aux alentours de 500 et quelques millions d'habitants, et elle va passer assez rapidement à 2 milliards d'habitants dans les quelques décennies qui vont venir. Donc si on ne comprend pas ce qui va se passer comme révolution sur les territoires africains, très clairement, ce qui se passe dans l'espace des négociations à côté, en imaginant rester dans une trajectoire de degrés, et Aïssatou l'a très bien rappelé, on n'est pas sur la bonne trajectoire déjà aujourd'hui, mais si en plus on loupe la transition territoriale africaine, vous voyez bien qu'il y a un vrai problème devant nous, non seulement pour les populations déjà vulnérables, qui seront évidemment encore plus vulnérables, fort malheureusement, mais en plus globalement, ce sera un foyer d'émissions de gaz à effet de serre, et c'est un véritable problème. Donc vous voyez bien qu'ici, c'est des enjeux particuliers. Et le troisième partenaire que je tiens aussi à préciser, c'est Dingtei Company, qui est un partenaire taïwanais, qui fait une technologie pour les villes et les routes tout à fait innovante. Je vous invite à regarder, puisque c'est vraiment quelque chose qui peut stocker du carbone, faire des réserves d'eau et dépolluer aussi
pas mal de tissus urbains. Donc tout ça pour dire, on vous accueille avec un immense plaisir. Alors pour revenir à l'objet du débat, c'est un débat qui paraît simple quand on l'annonce, mais c'est un débat, et pour moi c'est un débat les plus compliqués. Parce que, je vais être très clair, aujourd'hui, à part un certain type de marché d'une finance climat qui a du mal à se reconditionner aujourd'hui, qui est le marché carbone, très clairement, les acteurs non étatiques n'ont pas accès à cette finance climat. C'est clair? Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des poches de mise en œuvre qui retombent sur des gouvernements et des acteurs non étatiques, attention, bien évidemment, mais dans les faits, nous ne sommes pas éligibles à ces financements. Alors bien sûr, il y a plein de petits financements qui sont colorés climato-compatibles, mais les grands financements climat dont on parle, et dont je pense nos amis du RCD parlent aujourd'hui, et dont je parle, ben, on n'y a pas accès. Donc l'équation est simple. Voilà. Et demain, on n'y aura pas accès. Sauf si. Et alors là, il y a un long travail. Et je fais à nouveau un clin d'œil à nos amis de CGLU Afrique, parce qu'on est à leur côté pour la mise en place d'une task force pour l'accès de la finance climat aux gouvernements locaux africains. Et c'est une longue boîte de Pandore qu'on ouvre. On aime bien les défis. C'est un peu la genèse d'Énergie 2050. On travaille sur la transversalité. Alors là, on est bien dans l'accord. Mais aussi travailler sur ce sujet, ben, c'est éminemment complexe. Parce que ça va demander une vraie révolution culturelle. Pas que des acteurs non étatiques, en l'occurrence les gouvernements locaux, mais on pourrait par extension parler aussi de la société civile. Parce que la société civile met aussi des projets d'adaptation et d'atténuation en place. Donc bien évidemment, il y a toute une logique d'acteurs derrière. Mais à minima, pour les gouvernements locaux, je peux vous dire, c'est un énorme travail. Alors pourquoi? Ben parce que, comme je l'ai dit, ce sont les États qui aujourd'hui ont accès à ces guichets. D'accord? Ce sont les États qui reçoivent ces financements, quels que soient les types de financement. On parle tous du Fonds vert pour le climat, c'est les États. On pourrait parler du Fonds mondial pour l'environnement, c'est les États. Même si après, ils peuvent le territorialiser, mais via les États. On pourrait parler du Fonds d'adaptation, on pourrait parler de plein de choses. Or, le bilatéral et ou parfois des initiatives régionales ou des mécanismes carbone, comme je viens de le citer, ce sont les États. Premier point. Deuxième point qui va être un vrai défi, c'est la légitimité technique, fiduciaire, organisationnelle et de mise en œuvre des acteurs non étatiques. Et là, je vais vous dire, c'est encore une autre boîte de Pandore qu'on ouvre, qui fait partie de la task force, qui est un des sujets sur lesquels nous, on travaille depuis notre genèse, Énergie 2050, parce que très clairement, bah oui, il faut créer de la compétence. Alors, ça ne veut pas dire que les acteurs non étatiques n'ont pas de compétences. Je ne me permettrai en aucun cas de dire à un élu ou à qui que ce soit d'ailleurs qu'il n'a pas de compétences. Mais il faut de la compétence pour répondre au cahier des charges des bailleurs. Je vous rappelle que, alors je me sens beaucoup plus africain que de là où je viens, mais j'ai envie de dire, nous avons loupé le COP, le cash, du MDP. On a tous eu des programmes de renforcement de capacité. Alors oui, il y a quelques pays qui en ont eu. La Tunisie en a eu. Bravo. Elle a même eu je ne me souviens plus le mot, il m'échappe, mais ça me reviendra. Donc ils ont eu du MDP, ils ont eu quelques projets. Il y a l'Égypte qui en a eu, bien sûr, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Mais globalement, comptons combien de projets MDP, mécanismes de développement propre, ont été mis en œuvre. Très peu. Ah oui, un peu l'Afrique du Sud, on pourrait, il y a eu des pays. Mais si vous regardez en pourcentage, très peu. Pourquoi? Parce que, Aïssatou l'a rappelé, il y avait des coûts d'entrée, non seulement organisationnels, ne l'oublions pas, puisqu'il y avait quand même un processus de structuration nationale, le carbone n'avait de valeur que lorsque le projet était fini, qu'on l'évaluait, donc sur la réalité du carbone réduit, donc vous voyez que c'est quand même, d'accord, avec des tiers audits et dans un processus de comptabilité extrêmement pointu. Et moi je vais vous dire, c'est un bon processus, parce qu'il permettait d'avoir l'additionnalité du financement. Ça on doit le garder en tête, tous les bailleurs vous en parlent aujourd'hui. Si vous ne témoignez pas de la performance de l'investissement qui est mis en place, vous n'aurez pas le financement. Et là, vous devez témoigner de la performance avant, aujourd'hui, avant. Vous devez être en capacité de mettre des indicateurs qui vont témoigner de la réalité de ce que vous allez avoir à faire en termes d'atténuation. Et même quand vous parlerez en termes d'adaptation, vous allez devoir être en capacité de mesurer la performance de ce que vous allez faire avec des co-bénéfices en termes d'atténuation. C'est bon pour tout le monde? Très important, on a les mains dans le cambouis, je peux vous dire qu'on connaît très bien le sujet. Donc c'est un sujet majeur. Ça veut dire de la méthodologie. Le célèbre MRV dont on parle tous, en anglais, en français MNV, mesurer, notifier, reporter, veut dire je vais devoir créer de la donnée, mes chers amis, de la donnée. Être en capacité de la projeter, être en capacité de faire du reporting. Vous voyez bien que c'est des sujets majeurs. Et puis je vais devoir aussi mettre en place des règles de transparence. Donc là, on est aussi parfois dans des problèmes de conflit
d'acteurs et d'intérêts. Vous voyez, donc tous ces défis-là, je vais vous les lister, et puis dans le débat, on aura l'occasion de reparler des moyens de mettre en œuvre, mais je peux vous dire qu'ils sont quand même importants. En particulier dans une Afrique qui questionne encore la décentralisation, qui questionne encore la capacité des gouvernements locaux à capter de la taxe, à la mettre en œuvre. Donc vous voyez que, bon, plus les processus de technique. Et donc ce sont des sujets majeurs. Troisième point qui va être très important, bien sûr qu'on peut renforcer les capacités. On le fait depuis des années, tous. Je crois que tous autour de la table et devant, j'imagine, vous en avez bénéficié, on en a bénéficié, on a mis en œuvre nous-mêmes de la renforcement, tout le monde. Mais là, comment la rendre pérenne? Qui on va former? Je vais former un élu? On l'a fait avec CGLU. On a formé les directeurs des services techniques, c'est formidable. Juste 200, c'est tout petit, c'est modeste, mais c'est vraiment super beaucoup déjà. On va former quoi? Les directeurs financiers, ceux qui tiennent la caisse? Et qui doivent comprendre qu'à un moment donné, il faut avoir une approche transversale sur l'économie de fonctionnement et d'intervention de leur territoire. On va former qui? Les acteurs de mise en œuvre. Vous voyez bien qu'à un moment donné, il faut pérenniser cette capacité, parce que si on veut répondre aux critères de mise en œuvre des projets, ben, c'est une vraie compétence. Il faut qu'elle soit nationale, il faut qu'elle soit locale. Bien sûr qu'il faut des partenariats avec l'extérieur, on en est l'exemple le plus frappant. On est dans quasiment 30 à 60 pays, selon la taille des projets, en tant qu'acteur non étatique, non financé par du public. Mais néanmoins, ça reste petit. Il faut que la compétence soit dans chaque ville. Il faut qu'elle soit dans chaque acteur pour qu'il puisse demain faire le vrai monitoring amont et aval du projet. Donc vous voyez que là, on est dans des défis quand même assez majeurs. Donc tout ça pour juste vous alerter, et je pense qu'après je vais donner la parole pour qu'on ait des échanges, et pour vous alerter que quand on parle de ce sujet, c'est à la fois la plus forte opportunité possible et aussi quelque part quelque chose d'insensé. Mais pourtant, une des bonnes nouvelles. Dernier conseil du Fonds vert. Réunion au Caire. Alors moi, j'y étais pas, mais on a des membres et des amis qui y sont. Ça commence dans les couloirs à bouger. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, entendez-la. Mais si vous oubliez les 3 premiers préavis que je vous ai dit, de grâce, ne m'écoutez pas. Quittez tout de suite la salle, parce que si vous rêvez que l'argent va tomber tout seul, alors là, vite partez en courant, parce que je peux vous assurer qu'il va falloir beaucoup de talent, beaucoup de partenariats pour y arriver. Ben oui, parce que j'en ai tous les jours. Il y a tous les jours des maires qui viennent nous voir, ou des acteurs, ou même des États, et qui nous disent comment on fait. Ben écoutez, on se pose et on commence à discuter quelques heures. Ben oui. Donc la bonne nouvelle, c'est que comme il y a un problème de maturité et de portefeuille de projet, ils commencent aussi à envisager les moyens de renforcer les acteurs non étatiques pour qu'ils puissent avoir accès à de la finance carbone, climat. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est effectivement un petit peu l'effervescence qu'il y a aujourd'hui. Alors, notre ami German Watch, s'il vient ici, il va nous rappeler qu'il n'y a quand même pas assez d'argent sur la table. Parce qu'il faut quand même aussi un peu de sagesse. Ce n'est pas parce qu'on est en train de devenir meilleur ou qu'on a des engagements que le cash est sur la table. Et le cash nouveau. Je suis désolé, des fois je suis un peu direct, mais là, il faut être très direct. On n'a pas encore assez d'argent. Néanmoins, si on additionne les bonnes nouvelles avec du renforcement de capacité, avec des projets concrets, bancables, et là je reviens aussi au premier débat, je ne sais plus qui l'a dit, si c'est Joseph ou Aïssatou, il ne faut pas que vous attendiez que de la finance extérieure. Tout à l'heure, je vous le dis tous parce que je voudrais que vous restiez, j'aimerais aussi que nos amis du RCD restent. On va avoir un débat avec nos amis de la Suisse sur la réforme des mécanismes de subvention aux énergies fossiles, qui sont une compétence nationale, avec de la schizophrénie chez vous et chez nous. C'est clair? 10% des aides mondiales au secteur énergétique sont dédiées aux énergies renouvelables. 90% aux énergies fossiles, même dans vos pays, les amis. Donc attention, il faut bien qu'il y ait des ressources domestiques. Et puis vous avez des États souverains. Donc il y a de la recette. Donc attention, n'attendez pas que l'extérieur. L'extérieur doit être un agitateur en l'occurrence. Même si tous ces fonds, si vous étiez tous en ordre de bataille pour le fonds vert, que l'adaptation, le fonds d'adaptation se réaugmente, que le fonds GEF, vous avez encore plus d'accès, j'entends. Mais il n'y aura pas assez pour les besoins d'adaptation de l'Afrique. C'est une très triste nouvelle, mais néanmoins, et c'est là-dessus que je vais m'arrêter pour ma première partie, un bon projet bancable, mélangeant du projet financement climat avec de la finance nationale, de la finance bilatérale, de la finance projet avec des acteurs qui savent faire, je vais vous dire, ça reste un bon projet. Et l'énergie, on pourra tout à l'heure prendre un zoom dessus si mes amis ne veulent ou si vous posez des questions, c'est le secteur le plus insolent pour vos pays. Je vais juste vous faire une porte d'entrée pour que vous compreniez combien c'est sérieux. Mauritanie, on parlait tout à l'heure du drapeau de Mauritanie qui est en train de changer. Ils sont déjà à 30% d'énergie renouvelable dans leur mix énergétique, les amis. Ils n'ont pas attendu que des gens viennent leur expliquer la bonne leçon.
Et est-ce que vous les croyez plus intelligents que vous et moi, ou tout simplement plus praticiens, parce qu'ils ont une réalité économique? Je penche pour la deuxième. Ils sont peut-être plus intelligents que nous, c'est un autre débat, mais là, en l'occurrence, on parle de finances climat. Et demain, ils ambitionnent d'être à 50%. Vous entendez ça? 50%. Plus que les taux de pénétration chez nous, dans nos pays européens, où on dit que 30% commencent à avoir des problèmes de gestion de réseau. Alors bien sûr qu'il y a des fragilités sur le réseau, sur d'autres aspects, je ne peux pas tout balayer en 5 minutes. Et tout ça pour vous dire que vos intelligences d'acteurs non étatiques, nos intelligences, vont devoir combiner à celles des acteurs nationaux. Et c'est cette combinaison réussie qui fait qu'on a des chances d'avoir des bons projets bas carbone, mobilisant un bouquet de financement, dont du financement climat. Je m'arrête là, j'espère que je n'ai pas été trop long, et puis bien sûr on continue le débat ensemble. Merci beaucoup à Stéphane pour cette brillante intervention. Je crois que ça nous permet d'avoir une idée beaucoup plus précise sur les conditions d'accès au financement pour les acteurs non étatiques. Je vais juste rappeler quelques éléments. Tout ce que Énergie 2050 fait déjà, il nous les a rappelés et on les en félicite. Et les initiatives qui sont en cours avec cette union des cités et gouvernements locaux pour mettre en place une task force sur les financements à l'endroit des acteurs non étatiques, je crois que c'est des questions qu'on va suivre de près et voir comment cela va aboutir. Il a relevé en tout cas la question de la légitimité fiduciaire, n'est-ce pas, des acteurs non étatiques. Et je crois que c'est une question très pertinente et qui relève, souligne en même temps la question de la compétence spécifique pour ces acteurs. Comme il a dit, nous ne pouvons en aucun cas dire qu'il n'y a pas de compétences, mais c'est une question de compétences spécifiques. Et donc ça, je crois que c'est pertinent et le cas du MDP est là pour en témoigner comme il a fait. Il a parlé aussi de la méthodologie, notamment les questions de mesures, de reportage, de notification, les règles de transparence et qui sont des défis à relever pour les acteurs non étatiques. Et enfin, il a soulevé la question du renforcement des capacités, qui on renforce et comment on se prend pour s'assurer que les compétences renforcées sont pérennes. Et là, c'est vraiment une question assez pertinente également que j'ai trouvée, parce qu'on peut faire du renforcement des capacités, mais comment est-ce qu'on fait pour que cela puisse durer dans le temps? C'est la grande question qu'on doit se poser. Et donc, avec les pistes qu'il a proposées et aussi les initiatives peut-être qui viendront du Fonds vert, pour que enfin les acteurs non étatiques puissent accéder au fonds, parce qu'il a rappelé au départ tous les financements classiques dont nous parlons, les acteurs non étatiques ne sont pas éligibles. Et nous espérons qu'avec les discussions du board du Fonds vert, on va arriver quand même à trouver des pistes pour ces acteurs-là. Donc je vais vous laisser la parole. Certainement vous avez beaucoup de questions, peut-être des suggestions ou des commentaires à faire. La parole est à qui veut la prendre. Oui, monsieur? Il y a un micro là-bas. Vous présentez et vous posez votre question. Merci. Oui, allez-y. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Abdallah. Je suis expert en développement socio-économique. Je suis du Maroc. C'est le sud, c'est la frontière entre la Mauritanie et le Maroc. On vit, nous-mêmes, on vit le désert, les conséquences du changement climatique. Mais je voulais dire que nous, en tant que société civile, depuis 2008, on est intégré dans le contexte de plaidoyer pour nous intégrer dans la question de climat et des changements climatiques. Aujourd'hui, nous avons des niveaux. Il y a des sociétés civiles qui font le plaidoyer, il y a des sociétés civiles qui ont des projets sur des questions spécifiques inhérées aux questions de changement climatique, mais la question de renforcement des capacités, c'est très importante. Renforcement des capacités pour avoir une conscience de quoi il s'agit.
parce que nous ne sommes pas nombreux dans chaque pays. La société civile africaine, il est très réduite. Mais nous avons aussi le rôle de mettre en situation les populations, de faire des formations à la population, de faire des sensibilisations. Et ça entre dans la question de financement des projets. Comment le dialogue entre la société civile, les élus et l'État en général ont fait des projets communs. Parce que la question, c'est le danger qu'on a sur la Terre. Et je crois que cette question de financement est très importante, mais il faut faire des pas. On ne vise pas le financement, on vise la compétence, premièrement, et après le financement qui soit par rapport à des projets bien ciblés. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Abdallah. Oui, Monsieur Barry. Voilà, merci. Excusez-moi, je vais enlever. Merci beaucoup, je m'appelle Mamoudou Barry. Je viens du Sénégal. Je suis le directeur exécutif de Action Solidaire Internationale, qui est également une organisation de la société civile sénégalaise qui travaille sur ces questions. Et alors, je voudrais juste peut-être à la suite des panélistes que je félicite quand même pour bien sûr c'est pas moi, les brillantes présentations qui ont été faites. Peut-être parler de 2 ou 3 points. Le premier point, c'est un peu lié à l'accès à l'information dont Aïssatou a fait mention. Et deuxième point, ça va parler un peu des financements. Et peut-être troisième point, qui est en lien également toujours avec les financements, c'est la problématique de carbone, MDP, Joseph, non Stéphane, vraiment a fait mention. Alors, pour l'accès à l'information, il est important de relever que c'est un problème. Nous, acteurs non étatiques, nous demandons naturellement à ce que justement nos États puissent être plus open, en tout cas pour nous permettre, en tant qu'acteurs de la société civile, bien de non étatiques, puissent pouvoir accéder effectivement à l'information qui est fondamentale et qui certainement faciliterait justement notre implication dans le processus. C'est important, on ne peut pas parler d'implication dans le processus de mise en œuvre justement de toutes ces politiques au niveau national si justement l'information n'est pas disponible. Et il faut le reconnaître, ça ne va pas être très facile. Soit deux choses, on attend que l'information nous parvient, ou bien nous, on va vers l'information. Ce qui est clair, c'est que nos amis d'à côté, qu'on appelle les États étatiques, ne sont pas prêts véritablement à nous faciliter la tâche. Maintenant, quelle est la stratégie que les acteurs non étatiques doivent véritablement développer pour véritablement aller vers ça? Il y a beaucoup d'engagements au niveau international. Je prends juste l'OJP, Open Government Partnership, qui est aujourd'hui une plateforme qui regroupe les États et à travers lesquels les États ont pris des engagements pour être plus open, en tout cas pour mettre à la disposition des acteurs non étatiques toutes les informations. Aujourd'hui, notre pays, le Sénégal, est en cours d'adhésion. Enfin, ils vont adhérer à cette plateforme. Le dernier sommet qui a eu lieu à Paris, bien sûr, notre État, le Sénégal, a été représenté par son ministre des Affaires étrangères et a pris des engagements fermes pour que le Sénégal véritablement va adhérer à cette plateforme. Cela veut dire quoi? Le Sénégal adhère, comme tous les autres pays, nécessairement, c'est à la limite une obligation à ces États d'être plus open. Maintenant, est-ce que ce qu'on déclare comme engagement et la réalité, c'est la même chose? C'est là le problème. C'est pourquoi je dis qu'il faudrait que nous, acteurs non étatiques, parviennent à pouvoir développer des stratégies pour aller véritablement, peut-être pour avoir justement à disposition ces informations qui sont quand même importantes pour notre implication et le travail qu'on fait. Le deuxième point est le financement. On parle de financement innovant et on interpelle nos collectivités locales. Mais c'est un problème parce que si nous prenons nos pays, quels sont les élus, en tout cas, qui sont au fait de ce qui se passe, en tout cas quand on parle du climat? Ils sont au nombre de combien? Je prends juste le Sénégal. C'est vrai qu'il faut reconnaître que Enda Energy est en train de faire un travail important avec les collectivités locales pour essayer un peu d'impliquer justement certains maires, un peu à les sensibiliser sur les enjeux et peut-être même à les accompagner dans l'élaboration de leur PND. Mais c'est peu, il faut le dire, ça reste beaucoup de choses à faire. Qui sont ces maires-là? On comprend, nos élus sont plus préoccupés par la politique politicienne. Vous venez leur parler du climat, c'est du chimère. C'est pas chose facile.
C'est vrai que même si on plaide pour leur cause, il faut comprendre que ce qui rend difficile les choses, c'est qu'ils ne sont pas avec nous. C'est un travail également à faire. Il faut beaucoup de travail à faire pour arriver vraiment à mettre on board, comme on le dit, ces élus locaux. C'est pas facile. Encore que je soutiens justement les financements innovants. Il y a beaucoup de mécanismes qu'on peut développer au niveau local pour justement permettre à ces collectivités locales de pouvoir véritablement faire face ou bien à jouer le rôle dans l'action climatique. C'est important. Bon, je ne sais pas, maintenant, est-ce que peut-être au niveau de RCDC, il y a des stratégies qui sont en train de développer, autre que ce que Enda Energy est en train de faire, peut-être renforcer justement sa position dans ce domaine, c'est possible. Mais de toute façon, moi je pense que c'est important, c'est vraiment important. Il faut que l'information et la communication puissent véritablement être de mise pour vraiment embarquer toutes ces cultures locales justement dans la mouvance. Enfin, j'ai fini pour parler de carbone. Je me suis toujours posé une question. Est-ce qu'on considère la mise en œuvre, les projets que l'État met en œuvre, ou bien également on considère les projets que la société civile met en œuvre? Parce qu'il est clair que la société civile également, certaines organisations mettent en œuvre des projets importants et qui font effectivement dans le sens de réduire justement ces émissions carbone. Mais, oui, ou les particuliers. Est-ce que dans le calcul qu'on a établi, est-ce qu'il est pris en compte? C'est important. Il faut qu'on nous dise réellement, est-ce qu'on prend juste ce que les États font ou bien on met de côté également ce que ces organisations de la société civile font. Ça, vraiment, ça reste d'être clair. Et Stéphane, je voudrais vraiment une clarification à ce niveau. Je vous remercie. Merci beaucoup. Peut-être s'il y a une troisième intervention avant de donner la parole aux panélistes. Ok, donc on commence par Stéphane, peut-être. Si tu veux. Alors, bon, il y avait des commentaires et des questions, et je vais quand même jouer un rôle, alors je suis malheureusement dans mon rôle, de se rappeler de quoi on parle. On n'a pas la baguette magique, même quand on essaie de travailler avec les gouvernements locaux. Je l'ai déjà dit hier, tu étais là, et je le redis parce que fort malheureusement, souvent les questions reviennent. Je rêve de l'avoir, je ne l'ai pas. C'est bon ? Donc, quand on parle de renforcement de capacité, quand on parle d'accès à de l'information, on n'a pas dit renforcement de capacité versus information. Là, on est en train de vous parler de renforcement de capacité pour faire que sur du long terme, il y ait des forces vives actives en mesure de mettre en place des projets qui répondent à des critères de MRV, MNV, avec des indicateurs de performance, ce qui n'est pas pareil. Parce que l'information plaidoyer, c'est une chose, et là, je reviens sur le RCD, si on est avec eux, c'est parce qu'on y croit. Ils font un plaidoyer, ils sont dans leur rôle. Ils mélangent des experts et de la société civile non experte. C'est leur rôle. Nous, on est dans la catégorie, vous l'avez compris, des acteurs non étatiques qui travaillent, oui, à du plaidoyer, Ars Planet ou autre, mais principalement dans de l'expertise. Parce qu'on pense que c'est un trait d'union indispensable. Mais beaucoup d'ONG, beaucoup de gouvernements locaux ne l'ont pas, mais ne la veulent pas et n'en ont peut-être pas besoin. Donc, ce que je veux dire, nous n'avons pas la baguette magique, mais le renforcement de capacité, c'est une chose qui ne peut pas être ponctuelle et qui va demander une organisation d'acteurs dans la durée. Donc, soit dans certains cas, et hier on avait le réseau environnement du Québec qui nous expliquait qu'il travaille avec une commune du Sénégal avec un magnifique projet justement où ils travaillent, ils passent par les acteurs non étatiques pour passer sur les gouvernements locaux. Bravo. Dans certains cas, ce sera ça la bonne piste. Dans d'autres, ce sera du vertical au niveau local. Le schéma va être variable en fonction de quoi? D'un leadership. C'est pour ça qu'on doit travailler, et c'est ce qu'on fait nous, sur plusieurs niveaux. Certains, on va devoir leur montrer, c'est pour ça que je veux vraiment être très provoquant pour que chacun reparte bien équipé. Après, revenez nous voir pour du bilatéral si vous voulez, mais c'est des choses sérieuses. Quand moi je parle à un maire, je ne lui parle pas de carbone. Je suis désolé parce que je le perds en 2 secondes. Quand je parle à un maire, je lui rendre climato-compatible sa stratégie de développement territorial. Tu vois, j'inverse la question. Et je ne lui parle pas d'atténuation. Je fais exprès d'être particulièrement provoquant pour que chacun revienne à la maison. Et puis, quand vous penserez à nous ou à d'autres, il faut penser concret. On ne parle pas le même débat aux mêmes personnes. Le maire, je vais lui parler de développement, d'attractivité économique, de stabilité sociale, d'organisation spatiale de son territoire. Et quand il aura commencé à comprendre que je parle son objectif, pas de la politico, ils en font tous, chez moi comme chez toi. Malheureusement, le monde est ainsi fait. S'il était dans la vertu, je crois qu'on ne serait pas dans la catastrophe et le drame qu'on est ici aujourd'hui à la COP, en train de négocier un accord qui est juste impossible avec des moyens financiers qui ne sont pas là.
faut quand même être clair. Donc, aujourd'hui, quand on parle à un maire, on doit lui parler de son développement économique et social. Et là, on rentre sur l'adaptation, qui est sa principale contrainte. Et nous, on doit trouver, les experts, les moyens de reconnecter ça sur l'atténuation pour rendre climato-compatible le projet pour avoir du financement. Ça, c'est notre boulot. Et je prends toujours un exemple que j'adore dire. Moi, quand je parle en Afrique du bâtiment, je ne parle pas d'atténuation. Quand j'en parle en Europe, je parle d'atténuation. Pourquoi? Parce que chez vous, ça veut dire quoi? Ça va être un boulet de consommation électrique. Un bâtiment mal conçu, c'est un besoin en rafraîchissement permanent. Je vais te parler aussi de qualité de l'air, qualité sanitaire, tout ce que tu veux. Donc, je crée un boulet. Ça, le gars, il comprend. Parce que j'ai du délestage, j'ai des problèmes d'accès, j'ai des problèmes de facturation. Le gars, il le comprend. Et si on parle au niveau d'un maire, son parc de bâtiments publics, tu prends une grande ville, une ville de taille intermédiaire, c'est des factures immenses. Donc là, si tu commences à lui expliquer ça, lui, il voit un intérêt très clair en termes d'économie. Et donc, un bâtiment qui coûte moins, c'est un bâtiment qui est bon pour le carbone, qui est bon pour le global, qui est bon pour le local, qui est bon pour l'usager. Intéressant. Pour le citoyen, c'est pareil. Et là, je reviens à l'échelle que tu parlais. Un citoyen qui est dans un bâtiment pas isolé, je prends à Djibouti, beaucoup de nouveaux bâtiments, les foyers qui y vivent utilisent 50% du revenu du foyer pour gérer une ou deux pièces climatisées. Ce sont des fours. C'est clair. Donc ça, c'est des vrais problèmes. Et moi, j'en parle d'adaptation. Après, pour revenir à la dernière chose sur le carbone, il ne faut pas le prendre comme un sésame. Le carbone, c'est juste un indicateur de mesure. Aujourd'hui, on parle beaucoup moins de ces processus de MDP, même si très clairement, tous les nouveaux mécanismes de marché, tout ce qui est sur la table, on ne va pas jeter l'eau du bain. Et moi, je fais partie des gens, on ne doit pas l'acheter. Parce que ce sont des outils qui ont déjà été partagés, qui ont permis d'ailleurs même d'aller sur les scénarios que vous et nous, on a utilisés dans les CPDN, les scénarios GAMCO et ainsi de suite, c'est basé là-dessus. Et même le processus pour l'adaptation, qui est extrêmement complexe parce qu'on a du mal à montrer l'additionnalité carbone de ces projets-là, il ne faut pas jeter tous les processus du fonds d'adaptation, parce que c'est des outils qui existent. Mais le carbone, quand tu parlais, l'État doit prendre en compte normalement l'agrégation de l'ensemble des acteurs de son territoire. Alors bien sûr, c'est très difficile de prendre en compte le citoyen. Mais il y a des actions citoyennes qui peuvent parfois prendre une certaine valeur. La reforesterie, l'usage des terres, l'habitat, l'énergie solidaire qui peuvent être faits dans du bilatéral, du local ou autre. Donc je veux dire, le carbone, voilà. Faut donc casser les mythes de cette verticalité et se dire que ce multi-acteur va re-questionner nos propres métiers autour de la table. Et ça, c'est quand même une opportunité. Alors, la dernière chose que je me permettrais de dire avec toute l'affection que j'ai pour l'Afrique, et je crois que tous mes amis ici le savent, c'est qu'il ne faut pas qu'on se trompe de plaidoyer. Je suis terrorisé quand je vois même des amis qui continuent à dire des choses pas dans la bonne enceinte. On est dans les enceintes des négos. Vous parlez à des gars qui n'ont pas le même mandat que nous. Donc, on doit les aider à montrer que notre mandat, c'est aussi leur mandat. C'est très important. Quand on va frontal à leur dire, on ne fait que bloquer les choses. Et les gens nous mettent dans les préambules un mot qui nous fait plaisir. Et moi, ça me rend juste triste. Je suis un peu désolé, je suis plus vieux que beaucoup dans la salle. Moi, quand on met un mot justice climatique dans un préambule et que j'ai rien derrière pour alimenter le mot justice climatique, bon, je suis content, mais j'ai pas d'émotion. Ben oui, c'est quand qu'on va avoir un projet qui va nous permettre de financer des programmes de réhabilitation de sols, de territoires altérés pour des populations vulnérables avec une additionnalité carbone. C'est ça qui sera intéressant. Quand on arrivera, nous, société civile, ou vous et nous, parce qu'on est ensemble, à avoir ce discours-là, peut-être qu'ils lèveront la paupière et qu'on aura du financement autre que du bilatéral. Vous voyez, donc c'est ça les enjeux de ce qu'on parle aujourd'hui, c'est changer notre paradigme de pensée pour arriver sur des projets. Voilà. Donc je vais laisser la parole à mes deux amis, mais vraiment, il faut vraiment que vous et nous, on questionne nos opérations actuelles parce qu'on n'est pas dans la bonne voie. Et ce n'est pas que là-haut qui vont nous dire accéder. On n'aura pas accès au financement si on n'est pas bon. Donc j'espère avoir quand même essayé de répondre un peu. Pas facile, mais j'ai essayé quand même. D'accord. Ah, mais il y a toujours des questions derrière, c'est toujours comme ça. Ok, merci. Je pense que Stéphane a fait un peu le tour. Mais il a dit quelque chose qui est intéressant, c'est de dire qu'aujourd'hui, quand on parle aux collectivités locales, l'économie, elle est importante. La dimension économique, elle est importante. Et je pense particulièrement pour les villes africaines. Mais il y a des initiatives qui sont lancées. Si je prends par exemple avec la ville de Dakar qui vient de lancer son plan climat-énergie territorial, où la ville sait que voilà, en allant vers ce P7-là, ils vont économiser en consommation énergétique
La ville pense vraiment à restructurer des bâtiments pour être moins énergétivores. Et en même temps, Enda Energy également est en train de lancer une initiative dans la zone côtière sénégalaise, dans 5 collectivités locales. Un plan d'action pour l'intégration de la question climatique et énergétique dans la planification locale. Et là, ça prend tout son sens parce que c'est une zone côtière, c'est une zone touristique fortement impactée par le changement climatique et l'érosion côtière. Donc il est important aujourd'hui et stratégique pour ces collectivités locales de voir comment dans leur logique de développement intégrer ces dimensions-là pour maintenir le tourisme qui apporte énormément à ces collectivités-là. Et ils savent qu'aujourd'hui, si la question climatique n'est pas intégrée dans leur planification locale, mais dans les prochaines années, il n'y aura plus de tourisme parce qu'il n'y aura plus de plages, etc., etc. Donc je pense que comment, dans la façon d'aborder ces questions-là avec les collectivités, il faut leur montrer des questions qui les interpellent pour pouvoir les engager. Et je pense, comme il l'a souligné, au niveau international, avant que les choses puissent arriver au niveau des collectivités, il y a un long temps qui va venir. Donc réfléchissons également à notre niveau sur comment avancer en attendant que ces financements internationaux nous arrivent et nous viennent. Donc il y a tellement d'initiatives que nous pouvons lancer. Essayons de voir comment on peut mobiliser déjà les acteurs au niveau local, comment mobiliser les financements au niveau local et ne pas attendre ni les États ni la communauté internationale parce que je pense que depuis l'accord de Paris, même si on a eu quelques initiatives, quelques avancées, le gap est encore là et c'est à nous de pousser davantage pour réduire ces gaps-là et de voir en termes d'innovation et en termes d'approche, qu'est-ce qu'on peut lancer pour apporter des résultats concrets et des solutions concrètes aux communautés. Merci beaucoup à Stéphane et Aïssatou. Je crois que les participants qui ont soulevé les questions sont satisfaits. En tout cas, pour ce qui concerne les 2 points que vous avez soulevés, le renforcement des capacités, je crois que Stéphane est revenu très largement là-dessus. Vous avez aussi évoqué un peu la question du dialogue entre la société civile, les collectivités et l'État. Et ça, je crois que c'est aussi important sur le montage des projets. Cette collaboration-là peut aider, par exemple, à faire face directement au défi que Stéphane a soulevé, la question de la compétence. Quand on met la société civile, les collectivités et l'État ensemble, on peut avoir de la matière pour monter des projets quand même qui puissent être bancables. Et j'allais peut-être soulever un point qui est aussi une piste actuellement qui commence par monter un tout petit peu. Généralement, on nous parle des partenariats publics-privés. Mais aujourd'hui, certains commencent par parler de partenariats publics-privés à vocation communautaire. C'est-à-dire qu'au niveau des acteurs non étatiques ou des collectivités, on peut commencer par réfléchir à ce genre de partenariat qui consiste en fait à mobiliser l'ensemble un certain nombre d'acteurs non étatiques pour le développement communautaire. Et là, c'est quelque chose qui peut facilement marcher et ça peut contribuer aussi, comme l'a dit Stéphane, à des actions concrètes sur le terrain. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a peut-être une dernière intervention, sinon notre temps est déjà passé. Je vais plutôt vous remercier pour votre participation active à cet événement et vous dire que le réseau Climat et Développement a produit une publication, certainement vous en a donné copie, donc qui revient sur le rôle des acteurs non étatiques. Nous sommes revenus un peu sur les opportunités qui existent, les freins qui sont là à leur inclusion et aussi des propositions pour pouvoir relever ces difficultés. Et nous avons donné des études de cas qui peuvent servir de levier pour les acteurs non étatiques dans leur action sur le terrain. Donc, essayez de prendre un peu de votre temps pour jeter un coup d'œil. Vous allez trouver des informations assez utiles. Merci beaucoup. Le réseau vous donne rendez-vous le jeudi prochain ici, sur ce même pavillon. C'est à quelle heure déjà? J'ai oublié. En tout cas, jeudi prochain, le 16, nous avons un autre salle event qui va porter toujours sur les acteurs non étatiques et certaines actions que la société civile mène déjà dans certains pays en Afrique. Et donc, vous êtes déjà invités. Nous vous ferons parvenir les invitations plus officielles plus tard. Merci beaucoup. À bientôt. Alors, par contre, je vous invite quand même à ceux qui ont encore un petit peu de temps à rester.
parce que je vous l'ai dit, il y a une suite. Alors, je ne sais pas si nos amis d'ailleurs peuvent aussi rester et intervenir pour compléter. On va avoir un débat sur la réforme des subventions aux énergies fossiles, qui est un débat sensible. Il y aura 2 débats sur ce sujet sur le pavillon à interférence d'une semaine, donc cette semaine et la semaine prochaine, parce que ce sont des sujets qui sont au cœur de j'ai envie de dire, vos préoccupations. Et vos pays, contrairement à ce que beaucoup d'entre vous pensent, font partie des pays qui subventionnent le plus les énergies fossiles. Ouais. Souvent par méconnaissance de l'opportunité, par méconnaissance du lien social avec cette question. Donc je vous invite, si vous avez un peu de temps, à passer, ce sera 1 heure là tout de suite, on va enchaîner on fait une petite pause et on enchaîne. Et ce sera, je pense que c'est des sujets pour que vous puissiez ensuite faire remonter ces infos dans vos instances respectives, que c'est un sujet quand même qui est juste du gâchis chez nous, mais encore plus chez vous. Et là, vraiment, il n'y a pas d'autre mot que du gâchis. Voilà. Puisque vous parliez de finances, ça, c'est un gisement domestique de finances et c'est véritablement du gâchis. D'accord ? Donc, j'espère que vous allez rester et puis que d'autres viendront. Et je vous dis à tout à l'heure.